Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. L'examen de licence professionnelle a démarré ce matin au Bénin. Plus de 6000 candidats composent pour l'obtention de ce diplôme. Les épreuves ont été officiellement lancées à Cotonou. On en parle dans ce journal. L'inclusion numérique au Bénin, des actions du gouvernement ont été présentées aux hommes des médias. Une conférence de presse est organisée dans ce sens par la ministre de l'économie numérique. Vous l'entendrez dans ce journal. À la quête de débouchés à l'international au cœur des actions de la Société internationale de Green, un colloque régional sur la météorologie se tient à cet effet à Cotonou. C'est pour mieux présenter ses offres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Des actions du gouvernement en faveur de l'inclusion numérique. Les résultats ont été présentés aux hommes des médias. C'était une conférence de presse animée par la ministre de l'économie numérique et de la communication. Le point avec William Tchoki. C'est une vision définie et affichée au début du quinquennat. Assurer une inclusion numérique forte à toute la population, sans distinction de rang social. À mi-chemin du parcours, les fruits tiennent déjà la promesse des fleurs. L'analyse a démontré qu'au niveau des infrastructures, sur la 3G, la couverture de la population 3G a évolué de 53% à 63% d'une année sur l'autre. C'est vraiment très fort. Et au niveau de la 4G également, il y a eu une amélioration en termes de couverture de la population. Ensuite, au niveau des contenus et des services, nous avons à ce niveau-là noté une claire amélioration. Enfin, l'indicateur a été amélioré grâce au fait que les services en ligne, donc le e-government, donc notre projet SmartGov que vous connaissez bien, qui va de plus en plus vers la dématérialisation, eh bien cet aspect-là a permis de pouvoir améliorer l'indicateur sur le contenu. Et ça, c'est un rapport que font les Nations Unies, qui est le IJDI, le e-Governance Development Index, où nous avons quand même amélioré significativement notre score. L'éthique comme catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin, en amont de ces résultats, il y a eu la réalisation d'importantes infrastructures telles la réhabilitation de la fibre optique. Nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures donc, secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès justement aux services numériques. Donc nous avons, à travers l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires dans 40 communes de notre pays. Ensuite, au-delà des points numériques communautaires, nous avons installé 24 salles multimédia connectées à Internet dans les établissements des ordres d'enseignement secondaire et primaire, à raison de 2 par département. L'autre chose que nous avons également faite, c'est que nous avons installé des points d'accès public à Internet haut débit dans les bureaux de poste du Bénin. Des actions menées qui font du Bénin un pionnier en matière de numérique. À cet effet, l'indice de connectivité indique que notre pays a gagné 5 points. Le Bénin est le 2e pays de la région Afrique subsaharienne à avoir fait une amélioration notoire. Nous sommes le 2e pays qui a fait la plus forte amélioration au niveau de cet indicateur.
Et au niveau mondial, nous sommes le 10e pays à avoir fait la plus forte amélioration. D'importants efforts consentis qui prennent aussi en compte le volet de la cybersécurité. Le Bénin présentera d'ailleurs les actions du secteur, une présentation qui sera faite par l'agence béninoise du service universel des communications électroniques de la Poste. C'est à travers un atelier qui a lieu ce mardi. Voyons à présent les offres de nouvelles technologies de l'information et de la communication sur certains métiers. Il s'agit entre autres des métiers d'opérateurs de photocopie, de saisie ou encore d'imprimeurs qui voient leur chiffre d'affaires baisser en raison de la facilité d'accès aux ordinateurs, imprimantes ou encore photocopieurs. À tous, le reportage est signé Génial Afouda Nonsia Boka et Ramatoulawani et Patrick Imavon. Autour de cette table à Cotonou, des spécialistes des questions qui relèvent de la météorologie, science qui vise à comprendre les phénomènes atmosphériques. En débat, les nouvelles solutions développées et en cours d'expérimentation par la société de Green Horizon. L'objectif de ce colloque sera de présenter les solutions et les nouveaux développements en matière de météorologie, des solutions qui sont à la pointe aujourd'hui, d'autres solutions qui sont en cours de développement. La société de Green Horizon dispose donc de 48 heures pour convaincre ces 8 pays venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour un partenariat fructueux. Météorologie et technologie vont de pair. Il ne suffit pas de connaître quelles sont ces technologies. Mon vœu est que dans les jours à venir et qu'à la suite de ce séminaire, vous puissiez soumettre à nos gouvernants des plans d'action à court et moyen terme et même à long terme pour asseoir un partenariat public-privé. Comment faire en sorte que nous ayons à mettre en place cette technologie dans nos pays et dans nos régions. De Green Horizon est déjà présente au Bénin de par ses nombreuses actions et installations. Ce colloque va s'achever d'ailleurs par la visite de quelques équipements mis en place au Bénin. Vous avez donc suivi le colloque régional sur la météorologie qui se tient depuis ce lundi à Cotonou. Il s'agit donc de permettre à la Société internationale des Green Horizon d'informer et de présenter ses produits au pays. Vous suivrez donc les nouveaux métiers donc, qui subissent malgré l'expansion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Conseil consultatif foncière est en mode sensibilisation. Il a tenu une séance avec la Chambre nationale des huissiers de justice. À l'ordre du jour, les questions relatives à l'application des codes fonciers et domaniales en ce qui concerne les démolitions et expulsions. Lénaï Kagwazaou et Monique Toron. Interdites les démolitions et expulsions suite à des décisions de justice. Le Conseil consultatif foncier CCF tient à la stricte application des dispositions des articles 523 et suivants du Code foncier et domanial en vigueur en République du Bénin. Il prend ici langue avec la Chambre nationale des huissiers de justice dans le cadre de la réforme foncière. L'exécution d'une décision de justice, de jugement ou d'arrêt et ordonnant une expulsion forcée est précédée d'une étape de négociation à l'amiable en vue du rachat par la partie prêtante au procès de l'immeuble habité. Cette négociation devrait être menée sous l'égide du Conseil consultatif du foncier. La mise en œuvre des politiques de développement au niveau national et local tient grandement compte du foncier. Le CCF invite alors au respect de la loi pour préserver la paix sociale et l'ordre public. Le Conseil consultatif foncier est à l'avant-garde de la mobilisation sociale et de l'accompagnement de toutes les parties prenantes en vue de la mise en œuvre efficace des différents volets de la réforme foncière en cours dans notre pays, dans l'intérêt des populations. Les huissiers de justice sont réceptifs au message du Conseil consultatif foncier. Nous sommes ouverts au dialogue. Les huissiers de justice, ce sont des garants de l'exécution de la justice. C'est des garants du respect de la loi.
Donc je ne vois pas comment nous, délégataires d'une prérogative de puissance d'État, pouvons violer devant la loi. Il y a peut-être des incompréhensions, des malentendus, et j'espère qu'au cours de nos discussions, nous aurons à dissiper quelques zones d'ombre. Les échanges entre les deux parties vont permettre une meilleure interprétation de la loi pour une exécution des décisions de justice sans heurts en matière foncière. Les examens de fin d'année, on en parle encore, mais cette fois-ci, ce sont les candidats de niveau licence qui ont démarré la composition ce matin. Plus de 6 000 candidats composent donc depuis ce matin pour l'examen de licence professionnelle. Les épreuves ont été lancées officiellement au CIE Saint-Rita à Cotonou. Jean-Claude James et Alexis Quenob. Pour la 3e année consécutive, le gouvernement tient le pari des examens nationaux. Ici, au CEG Saint-Rita, 693 étudiants de niveau licence formés dans 16 filières composent. Comme les deux premières, nous nous sommes très bien préparés. C'est le lieu de remercier tous les fondés d'établissement qui ont cru à la réforme, mais tous ceux aussi qui se sont joints après et en respectant le calendrier universitaire pour que les examens se fassent ici vers la fin de l'année. Qu'ils soient du secteur public ou privé, les acteurs du système éducatif soutiennent désormais cette réforme du nouveau départ. Formé dans une université publique ou dans une université privée, le diplôme doit être désormais reconnu au plan national et international. Et donc je salue cet événement et je félicite les acteurs. C'est vrai, parfois c'est dur, je confirme, mais il faut cela pour que nous puissions former des cadres de très grande qualité. Parce que sans des cadres de grande qualité, on ne peut pas avoir le développement. Et nous sommes totalement engagés. Seulement, nous avons des doléances. Nos établissements sont vides dès lors que les examens sont lancés. Il faut nous envoyer les étudiants. Il n'y a pas d'industrie, n'est-ce pas, sans matière première. Mais les 3 ans retenus dans le cadre de cette réforme sont-ils toujours d'actualité? Le processus ne pourra pas s'arrêter puisque chaque année, il se crée de nouveaux établissements. Donc nous avons la 3e édition. Normalement, on devrait mettre fin, mais aucun des établissements privés n'est passé à l'homologation. Donc nous allons continuer à accompagner le processus. Pourquoi pas institutionnaliser le processus, puisque chaque fois, il y aura toujours de nouveaux établissements. Mais nous voudrons encourager ceux qui vont créer de nouveaux établissements pour qu'ils optent pour des filières qui donnent plus d'employabilité aux jeunes. Je voudrais dire aux chefs d'établissement qu'ils mettent beaucoup plus de soin à la formation au niveau de ces établissements. Le problème n'est pas seulement au niveau des établissements privés, il est également au niveau des établissements publics. Au total, 6 728 candidats de 57 filières prennent part à cet examen national de licence. Ils sont désormais fixés sur leur sort. Le directeur de l'Office du baccalauréat confirme définitivement les résultats du baccalauréat session 2019. Alphonse Da Silva profite pour annoncer les 5 premiers au plan national et fait un bref rappel des statistiques des 10 résultats. Suivez-le au micro de Ossiana Mosso. Les 337 jurys ont donné sur le plan national un taux de réussite de 50,10%. En 2018, ce taux était de 33,43%, en 2017 de 41,76%. C'est le taux le plus élevé depuis 1973. Ce taux atteint montre les efforts d'assainissement au niveau des candidats et des établissements ainsi que les réformes entreprises par le gouvernement qui commencent à porter ses fruits. Concernant les résultats à proprement parler, il y a 131 mentions très bien cette année contre 41 mentions en 2018. Nous avons le premier qui a 18,136. Et les meilleurs, c'est-à-dire les lauréats d'aujourd'hui, ont entre cette moyenne de 18 et de 16 et proviennent pratiquement de tous les départements de notre pays.
La première, c'est Mademoiselle Ontombé Claudia Merveille Tala, série C, avec 18-13. La deuxième, toujours une fille, Mademoiselle Agonveno Saint-Tiche Atali, de la série G2. Le troisième, c'est M. Medenou Dona Darly Richard, série D, 1777. Quatrième, encore une fille, Amadou Zewalina, série D, 1776. Cinquième, M. Karim Chérif Din Alao, Amiola, série C, 1768. La moyenne, la plus grande moyenne de cette année est supérieure à celle de l'année dernière. Nous sommes dans les 18, quelque chose %. Nous sommes sur la bonne voie parce que si les réformes n'avaient pas donné ces résultats plus performants que les anciens résultats, eh bien, on pourrait dire que nos réformes n'ont pas porté leur fruit. Autre actualité ce soir, l'exploitation des enfants, on en parle. Le phénomène perdure toujours dans certains marchés du Bénin comme dans ceux du département de l'Atlantique. Comment faire pour y mettre fin? Plusieurs acteurs ont réfléchi sur le sujet à la salle de conférence de la préfecture du département. Blaise Adampo et Monique Toron. En 2019, 145 cas d'exploitation économique des enfants sont recensés par l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice dans 9 marchés du département de l'Atlantique. Ces chiffres interpellent. Il convient de réfléchir pour des actions de lutte contre le phénomène. IFMA, partenaire de la Direction départementale des affaires sociales de la microfinance de l'Atlantique, s'est rapproché de la direction départementale pour qu'ensemble, dans un élan d'unité et d'action, nous puissions arrêter ces genres de constats, ces genres de réalités qui ne favorisent pas l'épanouissement de nos enfants, les enfants de l'Atlantique. Nous devons savoir que pour l'autorité que chacun de vous a investi a une autre main pour travailler afin que plus d'enfants soient exploités. Et que vraiment on peut se présenter en Afrique et dans le monde qu'au Bénin, la société s'est engagée. L'exploitation des enfants est une violation du Code de l'enfant. La lutte est désormais engagée du côté des autorités du département pour réduire le fléau. J'apprécie et je salue à sa juste valeur la noble initiative de ce matin qui consiste en un plaidoyer en direction de tous les acteurs et décideurs de l'Atlantique pour le renforcement de la lutte contre l'exploitation économique des enfants. Je me ferai le devoir de transmettre votre plaidoyer de ce jour aux autorités compétentes. Je reste entière acquise à votre cause. À la suite de ce plaidoyer des organisations de la société civile, des dispositions pratiques sont attendues. Il s'agit entre autres de la prise d'un arrêté préfectoral sur l'interdiction de l'exploitation des enfants. Un tour dans ce supermarché tout neuf qui, pour satisfaire donc les besoins des populations du quartier Saint-Rita de Cotonou, Défi a été inauguré ce samedi 20 juillet en présence des responsables, mais aussi du maire de la capitale économique en personne. Le reportage est signé Rebecca Kenjambe. De Dravor et Fils, en abrégé Défi. C'est le nom de ce supermarché, objet d'inauguration officielle. C'est parti. Situé au carrefour Sainte-Cécile à Cotonou, le centre commercial vient régler en premier lieu les courses de proximité des populations résidant dans ce quartier. Son positionnement géographique est aussi de nature à rendre plus attractif ce quartier. C'est une entreprise qui vient valoriser notre milieu, qui vient valoriser la ville de Cotonou. Parce qu'aujourd'hui,
On est en train de se battre pour que la ville soit un cadre attrayant. Ce ne sera pas l'œuvre du seul conseil municipal ou de l'exécutif que nous dirigeons. Ce sera l'œuvre de tous les citoyens. Nous avons constaté que ce carrefour un peu vide, ce n'est pas bien doté d'infrastructures. Il faut un long déplacement avant de se procurer de ce dont ils ont besoin, comme les produits alimentaires et divers. Ici, nous leur proposons des produits de qualité. Ça, c'est notre devise, la qualité et l'accueil de la clientèle. L'inauguration de ce nouveau centre commercial est bien accueillie par les habitants de cet arrondissement. Ce supermarché nous épargnera de longues distances pour les achats que nous faisons quotidiennement et cela aussi donnera de la visibilité à notre arrondissement. Donc nous ne pouvons que les encourager, les féliciter. Bon, ceci c'est vraiment une grâce pour la zone, bien sûr, et les gens peuvent s'approvisionner comme ils veulent. Bon, les prix ne sont pas aussi élevés, c'est dans les normes, donc abordable à toute personne. Désormais nantis d'un nouveau centre commercial, les habitants du quartier Sainte-Cécile n'ont plus grand souci à se faire quant à leurs courses. Cerise sur le gâteau, une pâtisserie est annoncée pour être construite en annexe dans les locaux du supermarché. Défi. Reportage signé Rebecca Djinakou et Monique Toron. Vernissage de l'exposition d'un plasticien musicien tchèque. Son nom d'artiste, les tableaux et ses sculptures ont élevé la pensée vers la transe et la transcendance. C'est du moins ce que nous révèlent Patrick Diossou et Samson Thiomo. Des sculptures et des peintures constituées d'éléments divers et diversifiés, des éléments récupérés dont surtout des éclats de verre et de miroir. Et qui parle de miroir, parle de reflet. C'est donc à juste titre que cette exposition soit baptisée le reflet de la transe et de la transcendance. Quand vous vous transcendez, vous saurez quand même donner la place à chaque étape que vous traversez. Que ce soit de la fabrication à la réalisation jusqu'à l'exposition, ça a une importance capitale. Capitale pour Tchetre Sasaka, alias Tchès, de sortie de son quotidien. Capitale pour celui qui vit à Cotonou, capitale économique du Bénin depuis 2002, où il a quitté Lomé, capitale de son Togo natal et originel. Son style original, c'est dans la répercussion offerte par le miroir. Quand vous vous mirez, le reflet que ça rejette, si vous êtes en harmonie avec votre moi intérieur, vous le saurez. Le reflet du monde meilleur, c'est en soi-même. Que chaque personne arrive à jouer la partition positive pour impacter le monde. L'impact direct de Tchès, c'est déjà le public culturel venu de près et de loin. Je suis là aujourd'hui pour accompagner l'artiste Tchès qui a du talent et qu'il faut vraiment encourager. Je suis plasticienne avant d'être chanteuse et quand j'ai vu ces œuvres-là de Tchès, je dois encore travailler. Je viens du Togo, vraiment j'ai aimé les décors et puis surtout les tableaux, j'ai adoré. Je suis togolais, on est voyagé juste pour atterrir au Bénin qui est notre monde aussi culturel. Le monde artistique et culturel de Cotonou a désormais une galerie, l'espace Passerny. Entendez, pardonne-nous Serge Nonvide Innocent, lui-même artiste-designer. C'est un plaisir pour nous, l'équipe pédagogique qui travaille depuis la création de ce projet. Je veux parler de M. Bonaventure Assogba qui est là, de M. Jean-Marie Vidjenaï qui est là et d'autres. Je vous invite à découvrir l'espace Passerny à travers le vernissage de l'artiste Tchès qui est un Togolais mais désormais béninois. Tchès n'est pas que plasticien, il est aussi musicien, guitariste, percussionniste. La percussion, après la répercussion des miroirs, s'ajoute aux marionnettes pour agrémenter ce vernissage à l'espace Passerny, où les pas sont bien cernés.
Un mot de sport et on parle de cette visite dans le cadre de la promotion du tennis au Bénin. Le président de l'Association des fédérations francophones de tennis est en visite au Bénin depuis quelques jours. À l'agenda de sa visite, une audience avec le ministre des Sports. Ce lundi 22 juillet, le ministre Omeki a discuté avec Daniel Chose sur des projets au profit du tennis. Écoutons un extrait de ses propos sortis de l'audience. Le Bénin, grâce à Monsieur le ministre et globalement à l'ensemble des autorités politiques béninoises, nous offre la possibilité de créer ce que nous appelons une académie du tennis, c'est-à-dire un lieu de tennis où nous allons permettre l'entraînement des jeunes élites francophones, permettre aussi la formation des cadres dont les clubs de tennis ont besoin pour se développer, permettre aussi évidemment d'avoir un club de tennis de grande qualité qui sera labellisé Roland-Garros, le tout se trouvant dans cette zone absolument magnifique que j'ai eu la chance de visiter hier, entre la mer et la lagune, sur la route des pêches. Et d'ailleurs, après notre entretien, nous allons y retourner pour préciser un certain nombre de choses. Donc ici, ma visite, à l'invitation de Monsieur le ministre, et d'avancer justement sur ce projet magnifique, qui est un projet qui, bien sûr, concerne les jeunes élites. Nous allons contribuer au financement pour pouvoir réaliser et construire cette académie dans la zone que nous connaissons tous désormais, la route des pêches, qui est cet espace où un programme touristique important est en cours de déploiement. Le chef de l'État a souhaité que ce centre soit l'un des plus beaux centres au monde, l'une des plus belles académies au monde. Et donc tout ça participe du Bénin révélé, un Bénin qui se révèle au monde entier, mais qui s'ouvre également au monde entier. Direction l'Afrique du Sud, où le président sud-africain cité dans une affaire de corruption dimanche, Cyril Ramaphosa a vigoureusement réagi à un rapport rendu public quelques jours plus tôt par la médiatrice de la République, une situation qui rappelle que son prédécesseur Jacob Zuma connaît lui aussi des péripéties judiciaires. Explication avec James William Guadidi. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est sur la défensive. Le président sud-africain a décidé de répliquer à un rapport de la médiatrice de la République, l'accusant de mensonges délibérés au Parlement. Les faits incriminés remontent à 2017. Il s'agit du versement d'un montant de 500 000 rands, soit 32 000 euros, fait à sa campagne électorale par un groupe industriel. Interrogé au Parlement sur le sujet, Cyril Ramaphosa avait d'abord indiqué qu'il s'agissait d'un paiement effectué au profit de son fils pour un travail de consultant. Puis il se ravisera, reconnaissant que cette somme lui avait été versée pour soutenir sa campagne afin de succéder à Jacob Zuma. Ce 21 juillet, le chef de l'État a tout de même jugé irrévocablement biaisé le rapport de Busisiwe Mqwebane, annonçant du même coup son intention de demander un examen judiciaire de ses conclusions. Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour Cyril Ramaphosa, qui s'est fait élire sur des promesses de lutte implacable contre la corruption dans un pays miné par une décennie au cours de laquelle son prédécesseur n'a cessé de se débattre dans des scandales successifs qui ont fini par lui coûter la présidence de l'ANC et donc de l'État. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Awa Chérif reprend les commandes à 23h30 pour l'information du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.